Bienvenue sur Agora. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet fascinant et un peu effrayant, les civilisations de type 7. Vous connaissez peut-être l'échelle de Kardashev, qui classe les civilisations en fonction de leur niveau technologique et de leur consommation énergétique. De quoi s'agit-il réellement? C'est ce que nous allons voir ensemble dans cette vidéo. Préparez-vous à voyager dans l'espace et le temps à la découverte des hypothétiques civilisations de type 7. Mais avant de commencer, n'oubliez pas que vous avez la possibilité de consulter les sources en description de la vidéo. Allez, l'aventure n'attend que vous. De la civilisation de niveau 1 à celle de niveau 7. Une aventure époustouflante à travers les découvertes cosmiques. En 1964, un astronome soviétique appelé Nikolai Kardashev a proposé une échelle théorique qui peut être utilisée pour évaluer le potentiel d'une société en fonction de sa capacité à produire de l'énergie. Au fil du temps, cette échelle a été modifiée pour représenter les différents stades de civilisation et leur capacité énergétique. Les calculs indiquent qu'il devrait exister des milliers de civilisations de type 1, 2 et 3, mais elles ne sont tout simplement pas observées. Cela peut être dû à la dangerosité de la transition du type 0 au type 1. Pour comprendre cette dangerosité, il est nécessaire d'expliquer ce que sont les civilisations de type 0 et de type 1. Une civilisation de type 0 est une société qui n'a pas la capacité d'exploiter toute l'énergie disponible sur sa planète d'origine. Nous nous situons à environ 0,7. Car nous utilisons l'énergie solaire, l'énergie hydraulique et l'énergie éolienne, mais ce ne sont pas nos principales sources d'énergie. Nous dépendons d'une source d'énergie non renouvelable qui s'épuisera un jour. Une civilisation de type 1 peut collecter toute l'énergie qui atteint sa planète d'origine sous forme solaire, mais peut aussi utiliser l'énergie émise par sa planète, comme l'énergie thermique, éolienne et hydraulique entre autres. Le physicien Michio Kaku suggère qu'une société planétaire devrait être capable de contrôler des phénomènes tels que les séismes, la météo, les volcans et la construction de cités sous-marines. Cependant, nous ne sommes pas encore parvenus à un tel niveau. Kaku estime qu'il faudra encore 100 à 200 ans pour atteindre le statut de civilisation de type 1. Carl Sagan considérerait que nous étions actuellement à environ 0,7 sur le chemin du type 1. Une civilisation de type 1 jouit de la paix à l'échelle de la planète et utilise également un langage universel. Le facteur expliquant pourquoi nous sommes si redoutables réside dans notre possession d'armements extrêmement puissants tels que les armes nucléaires, mais nous ne bénéficions pas de l'harmonie universelle qui caractériserait une civilisation de premier niveau. Cette circonstance pourrait expliquer pourquoi nous ne détectons aucune civilisation de premier niveau, de deuxième niveau ou de troisième niveau. Nous avons la capacité de provoquer notre autodestruction planétaire, mais nous ne possédons pas la concorde universelle requise pour l'éviter. Qu'advient-il lorsqu'une civilisation de niveau 1 évolue vers une civilisation de niveau 2? Il est probable que nous quittions la Terre et cherchions à exploiter l'énergie d'autres planètes. Si nous parvenons à devenir une civilisation interplanétaire capable d'utiliser l'intégralité du potentiel énergétique d'une étoile, nous deviendrions une civilisation de niveau 2. Une méthode envisageable pour collecter l'énergie de notre étoile serait de construire une sphère Dyson. Cette mégastructure serait en mesure d'encercler le Soleil et de transférer l'énergie à une civilisation de niveau 2. Bien qu'une telle structure soit techniquement irréalisable, aucun matériau connu ne pourrait résister à la gravité du Soleil car il serait inévitablement déchiré et aspiré par lui. Cependant, d'autres options existent. Une serait de déployer des satellites fonctionnant comme des panneaux solaires en orbite autour du Soleil afin de capter son énergie pour notre civilisation. Cela n'affecterait pas la quantité d'énergie qu'il serait en mesure de recueillir, car il serait possible d'en fabriquer suffisamment pour couvrir presque entièrement le Soleil. Une telle méthode pourrait être utilisée pour détecter une civilisation de niveau 2 ou 3 à de vastes distances. Si les scientifiques observent le Soleil et constatent une quelconque altération de sa brillance, cela ne peut être que le résultat d'une intervention non naturelle, suggérant ainsi fortement la présence d'une civilisation extraterrestre. Les experts estiment qu'il faudrait entre 1000 et 2000 ans à l'humanité pour parvenir à une civilisation de niveau 2. Une civilisation de niveau 3 possède la capacité d'exploiter quasiment toute l'énergie de sa galaxie. Elle se déplacerait à travers la galaxie en utilisant une technologie de propulsion encore inconnue, permettant de voyager en quelques heures ou en quelques jours. À ce stade,
stade, ces êtres seraient si éloignés de l'humanité que nous pourrions ne pas les reconnaître, devenant ainsi une forme d'être cybernétique post-biologique. Il s'agit d'un monde capable de créer des robots qui construiraient ensuite une sphère Dyson ou une structure similaire pour collecter l'énergie de leur galaxie. Les scientifiques estiment qu'il faudrait environ 100 000 ans pour atteindre ce stade, mais cette hypothèse est plutôt optimiste, et il faudrait probablement plus d'1 million d'années pour y parvenir. Il existe des civilisations de type 4, 5, 6 et 7, bien qu'elles ne figuraient pas initialement dans l'échelle de Kardashev. Une civilisation de type 4 serait capable de rassembler toute l'énergie de l'univers et de la manipuler selon ses besoins. Quant à une civilisation de type 5, elle pourrait faire de même, mais à l'échelle du multivers, en supposant que celui-ci existe, bien entendu. Et une civilisation de type 6 serait d'un niveau divin, capable de contrôler le temps et l'espace, tandis que le type 7 est si avancé que nous ne pouvons même pas l'imaginer à ce stade. En effet, une civilisation de type 7, le stade le plus élevé de l'échelle, est supposée avoir la capacité de tirer pleinement parti de toute l'énergie produite par une galaxie. Cela impliquerait des avancées technologiques extrêmement avancées, permettant de manipuler l'espace-temps et de contrôler les déplacements des étoiles et autres corps célestes. Les perspectives offertes par une telle civilisation sont pratiquement infinies, avec la possibilité de voyages interstellaires, de maîtrise des éléments et même des capacités à altérer la structure même de l'univers. En d'autres termes, une telle société serait d'un niveau de développement exceptionnel et posséderait une connaissance totale et une maîtrise des principes de la physique, de l'énergie et de la matière. Elle serait en mesure de manier l'énergie à une échelle cosmique, d'utiliser des sources d'énergie inhabituelles, voire de concevoir ou de contrôler des univers complets. Ainsi, notre progression vers une civilisation de type 7 est entravée par de multiples obstacles tels que les limites technologiques, les limites physiques, les frontières de notre compréhension et les défis des voyages interstellaires parmi d'autres facteurs. Les barrières physiques de notre monde. L'énergie est un concept fondamental en physique qui mesure la capacité de transformation de la matière. Déplacer un objet, le construire ou le détruire, le réchauffer ou effectuer toute autre forme de transformation nécessite de l'énergie et d'autant plus d'énergie lorsque la transformation est significative. Depuis que l'humanité a apprivoisé le feu, elle a maîtrisé de nombreuses formes d'énergie classées en deux catégories, les énergies en mouvement et les énergies stockées. Faisons rapidement recours à une analogie. Par exemple, lorsque vous avez soif, vous pouvez vous abreuver à une source d'eau dont le débit ne peut être choisi, mais qui coule en permanence. En revanche, avec une bouteille d'eau, vous pouvez boire toute l'eau d'un seul coup, ou progressivement, mais la quantité totale consommée est limitée par la capacité initiale de la bouteille. Les énergies en mouvement comprennent le vent, l'énergie solaire, l'hydroélectricité, les courants marins et la géothermie. Elles sont limitées en puissance et nous devons les accepter telles qu'elles sont. Les énergies stockées incluent les énergies fossiles telles que le pétrole, le gaz, le charbon, ainsi que l'énergie nucléaire. Avec ces sources, la contrainte réside dans la quantité totale disponible sous réserve d'un effort considéré comme acceptable. En pratique, le débit d'énergie résultant de l'exploitation d'une énergie stockée est si élevé que le rythme des transformations augmente considérablement jusqu'à ce que le stock atteigne une valeur critique. En raison de la difficulté d'estimer l'état du stock, il est fréquent d'être trompé par l'illusion d'une source illimitée, alors qu'en réalité, un stock utilisé finit par s'épuiser. Les matériaux extraits de la croûte terrestre, tels que les métaux, constituent également un stock. Cependant, certains métaux importants sont dispersés dans la roche avec des concentrations aussi faibles que quelques grammes par tonne. La concentration de la matière est une étape cruciale qui nécessite d'énormes quantités d'énergie, souvent à haute puissance. Chaque année, 90 milliards de tonnes de matériaux sont extraites et l'état des stocks devient critique. De plus, cette matière concentrée artificiellement n'est pas toujours bien recyclée. Ainsi, les trois limites de la planète, matière, énergie et écologie, forment un trio interconnecté et inséparable. Par exemple, la transformation de la matière grâce à l'énergie
entraîne des modifications dans l'environnement, directement par l'extraction et la production, indirectement par les déchets inévitables qui en découlent. Agir sur l'une des crises liées à ce trio aboutit souvent à aggraver les deux autres. L'impact de l'humanité sur la biosphère revêt de multiples formes et a considérablement augmenté depuis l'ajout des énergies stockées aux énergies en mouvement traditionnellement utilisées. Avoir moins d'énergie, que ce soit volontairement ou non, signifie effectuer moins de déplacements à une vitesse réduite, produire moins d'objets fabriqués, réduire l'utilisation du numérique, altérer les services publics, en bref, avoir moins de capacité pour faire face aux catastrophes naturelles ou aux effets de la société de consommation. On pourrait éventuellement espérer que la solution réside dans l'amélioration de l'efficacité de nos machines en les perfectionnant de manière à fournir le même service tout en consommant moins d'énergie et de matière. Cependant, tant que nous restons attachés aux énergies fossiles et aux puissances élevées, l'effet de rebond est une menace. Un gain d'efficacité visant à réduire la consommation énergétique ou matérielle d'une machine est souvent annulé par une augmentation de son utilisation et donc de sa consommation totale. Ainsi, notre compréhension limitée de la physique, de l'énergie et de la matière est une barrière à une éventuelle expansion vers une civilisation 7. L'horizon de notre civilisation, un voyage au-delà des limites et des frontières. On entend fréquemment affirmer qu'il est impossible d'atteindre une expansion infinie dans un univers restreint. Un univers restreint? Mais où se situent ces célèbres bornes? Prenons l'analogie de la voiture. Après un démarrage lent et progressif, la voiture représentant notre civilisation industrielle gagne en vitesse à la fin de la Seconde Guerre mondiale et entame une montée impressionnante appelée la grande accélération. Aujourd'hui, après quelques signes de surchauffe et de hoquet du moteur, le compteur de vitesse commence à osciller. Va-t-il continuer à augmenter? Va-t-il se stabiliser? Va-t-il diminuer? Simpliste peut-être, mais l'analogie de la voiture permet de distinguer clairement les différents problèmes auxquels nous sommes confrontés. En réalité, notre civilisation industrielle ne se dirige pas directement vers un mur. Elle est confrontée à deux autres types de limites, ou plus précisément à des limites. Les limites sont symbolisées par la fin de notre réservoir d'essence et les frontières par les bords de la route. Pour maintenant son fonctionnement, éviter les désordres financiers et les troubles sociaux, notre civilisation industrielle est contrainte d'accélérer, de se complexifier et de consommer de plus en plus d'énergie. Son expansion fulgurante est alimentée par une disponibilité exceptionnelle, mais bientôt révolue de sources d'énergie fossile très rentables du point de vue énergétique, associée à une économie de croissance et d'endettement extrêmement instable. Les avancées technologiques qui ont longtemps permis de repousser ces limites thermodynamiques sont de moins en moins capables d'assurer cette accélération et verrouillent ainsi cette trajectoire insoutenable en limitant l'innovation d'alternatives. L'ère des ressources fossiles abondantes et bon marché touche à sa fin, comme en témoigne la course aux énergies fossiles non conventionnelles qui entraîne des coûts environnementaux, énergétiques et économiques prohibitifs. Cela signifie définitivement qu'il est impossible de retrouver un jour une croissance économique et celle dont la fin d'un système économique basé sur des dettes, qui ne seront tout simplement jamais remboursées. En plus des limites infranchissables qui empêchent physiquement tout système économique de croître indéfiniment, on retrouve des frontières invisibles, floues et difficilement prévisibles. Ce sont des seuils au-delà desquels les systèmes dont nous dépendons se dérèglent, tels que le climat, les écosystèmes ou les cycles biogéochimiques majeurs de la planète. Il est possible de les franchir, mais les conséquences n'en sont pas moins désastreuses. Ils représentent les bords de la route où notre véhicule quitterait une zone de stabilité et se confronterait à des obstacles imprévisibles. Une vitesse excessive du véhicule empêche de discerner clairement les détails de la route et accroît inévitablement les risques d'accident. Le système climatique mondial, de nombreux écosystèmes ou les cycles biogéochimiques majeurs de la planète ont désormais quitté la zone de stabilité que nous leur connaissions, annonçant l'ère des perturbations majeures et soudaines qui, en retour, déstabiliseront et probablement anéantiront les sociétés industrielles, le reste de l'humanité,
voire même la majorité des autres espèces. La violation des limites préfigure des ruptures dans les systèmes alimentaires, sociaux, commerciaux et sanitaires. En d'autres termes, cela entraîne concrètement des déplacements massifs de population, des conflits armés, des épidémies et des famines. Dans ce monde devenu non linéaire, les événements imprévisibles d'une intensité accrue deviendront la norme. Il est prévisible que les solutions que nous tenterons régulièrement d'appliquer perturberont encore davantage ces systèmes. Chacune des limites, énergie, minéraux, etc. et des frontières, climat, biodiversité, etc. ont le potentiel de déstabiliser sérieusement la civilisation. Le problème réside dans le fait que nous sommes confrontés simultanément à plusieurs limites et que nous avons déjà franchi plusieurs frontières. Le paradoxe qui caractérise notre époque et probablement toutes les époques où une civilisation se heurtait à des limites et transgressait des frontières, et que plus notre civilisation gagne en puissance, plus elle devient vulnérable. Le constat est clair, bien que douloureux. Pour éviter des perturbations climatiques et écologiques majeures, les seuls qui mettent en péril l'espèce, il est impératif d'arrêter le moteur. La seule voie à suivre pour préserver un espace sécurisé est donc de mettre un terme complet à la production et à la consommation d'énergie fossile, ce qui entraînerait un effondrement économique et probablement politique et sociale, c'est-à-dire la fin de la civilisation thermo-industrielle. En revanche, pour sauver le moteur de notre société industrielle, il est nécessaire de transgresser toujours plus de frontières, c'est-à-dire de continuer à prospecter, à creuser, à produire et à croître de plus en plus rapidement. Cela conduit inévitablement à des points de basculement climatique, écologique et biogéophysique, ainsi qu'au pic de ressources, aboutissant en fin de compte au même résultat. Un effondrement, mais à la différence près qu'il pourrait être accompagné de l'extinction de l'espèce humaine, voire de celle de presque toutes les espèces vivantes. Pour reprendre l'analogie de la voiture, alors que l'accélération n'a jamais été aussi forte, le niveau de carburant indique que nous sommes presque à sec et que le moteur, épuisé, commence à dégager de la fumée et à tousser. Enivrés par la vitesse, nous quittons la voie tracée et nous précipitons, avec une visibilité presque nulle, dans une descente abrupte jonchée d'obstacles. Certains passagers se rendent compte que la voiture est extrêmement fragile, mais apparemment pas le conducteur, qui continue d'appuyer sur l'accélérateur. Nous voici arrivés au terme de cette aventure. Nous vous remercions d'avoir consacré votre temps à regarder cette vidéo dans son intégralité. Nous sommes impatients de connaître vos commentaires à ce propos. Si vous l'avez apprécié et souhaitez nous soutenir, n'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications en cliquant sur l'icône de la cloche. Et n'oubliez pas de nous donner un pouce levé. Encore une fois, nous vous remercions sincèrement d'avoir visionné cette vidéo et nous espérons vous retrouver très prochainement pour d'autres contenus captivants sur Agora.